Je vous présente nos 4 invités ce soir. Et Hervé Letellier, romancier de son état. Ryoko Sekiguchi, romancière de son état et traductrice. Emmanuel Villain, romancier de son état. Et Véronique Ovaldé, également romancière et éditrice et critique littéraire régulièrement. Je vous remercie à tous d'être avec nous aujourd'hui pour ce book club de la NRF, à l'occasion de la parution du nouveau numéro de la revue littéraire dont j'ai le plaisir de m'occuper, cette très très belle revue qui consacre son dossier principal pour le trimestre à venir à Homère. Homère, le père de tous les récits, cet immortel, comme l'a nommé Borges, mais aussi ce poète visionnaire, comme nous l'écrit Pierre Michon, mais aussi Yannick Enel, Olivier Rollin ou encore Christophe Onodibio dans ce nouveau numéro. La nouvelle revue française, elle paraît tous les 3 mois et elle rassemble des textes inédits d'auteurs, mais aussi des grands entretiens et un cahier critique avec une sélection de livres contemporains recommandés uniquement par des romanciers, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui habituellement écrivent, mais comme vous l'imaginez bien, ils sont aussi des grands lecteurs et ils nous partagent leur plaisir de lecture. Alice Zeniter a lu, par exemple, dans ce numéro, le dernier roman de Sally Rooney. Jérôme Ferrari vous invite à lire le roman du Roumain Mircea Cartarescu, Maëlys de Kerangal, les livres du Suisse Peter Stamm et tant d'autres. Alors aujourd'hui, dans notre book club, 3 romans de littérature étrangère, comme une ouverture peut-être plus que nécessaire par les temps qui courent sur le monde, et puis un essai choisi par Hervé Letellier, mais qui, vous allez le voir, n'est pas si éloigné, alors peut-être par sa forme, mais pas par le fond de tout ce que nous allons vous raconter ou explorer avec vous aujourd'hui. Les 4 livres que nous avons choisi de discuter avec vous, et vous nous direz au fil de la discussion si vous les avez déjà lus également. Ils sont parus à l'automne ou ils sont parus en janvier. Ces 4 livres que l'on soumet à votre plaisir ou à votre discussion sont tout d'abord celui de l'écrivaine sud-coréenne Han Kang, qui est, comme vous le savez peut-être et vous l'avez peut-être entendu, désormais notre nouvelle prix Nobel de littérature. Et c'est une prix Nobel de littérature qui compte, vous allez voir. C'est pour ça qu'on avait très très envie de vous en parler. On a choisi d'évoquer son parcours, le style, l'œuvre de cette grande voix de la littérature asiatique à travers ce dernier roman traduit en France chez Grasset, qui s'intitule Impossibles adieux. Il y a beaucoup d'autres livres romans d'elle qu'on pourra peut-être évoquer, mais il fallait se concentrer sur un livre parce que le temps va passer vite, vous allez voir, et donc ce sera Impossibles adieux. Auteur star avec Kafka sur le rivage, le deuxième roman dont on a choisi de vous parler ce soir, c'est celui du japonais Haruki Murakami, qui a ouvert l'année donc avec un livre très attendu parce que ça faisait un moment qu'on attendait ce nouvel opus qui s'intitule La cité aux murs incertains et qui a paru chez Belfond. C'est un peu le nouveau cru de ce grand auteur multi-récompensé, mais qui attend peut-être toujours lui aussi son prix Nobel de littérature. Il est annoncé régulièrement. C'est un roman qui lui ressemble. Ça, peut-être Véronique Ovaldé nous dira pourquoi, puisque c'est elle qui a choisi ce titre. Mais c'est aussi un roman qui peut en dérouter certains, et on va explorer ça à travers vos lectures. Je vous avoue que par avant, je ne connais pas les avis de nos 4 invités sur les livres. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, nous ne savons pas, et nous allons donc le découvrir ensemble. Enfin, un premier roman, celui du Palestinien Nasser Abousrour, qui a été choisi par Emmanuel Villain et qui s'intitule Je suis ma liberté. C'est un récit roman paru chez Gallimard. Je dis enfin pour clore le cycle des 3 romans qu'on va évoquer, mais il y a aussi donc cet essai dont je vous parlais, qui va conclure avec nous cette discussion du book club, si tu m'y autorises, cher Hervé. On terminera avec toi et avec ce livre singulier de Johann Chapoutot, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir. Le livre a paru là encore chez Gallimard dans la collection NRF Essais. Et c'est un essai historique sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais qui résonne quand même assez étrangement avec l'actualité, selon son avocat partisan Hervé Letellier. Je vous propose qu'on ouvre donc
avec toi, Ryoko, et avec ce roman Impossibles adieux de Hong Kong, qui a été traduit du coréen par Kyung-Ran Choi et par Pierre Biziou, traducteur historique de Hong Kong. Alors, Ryoko a la particularité ou la singularité de lire en japonais et en français tous les romans qui lui passent entre les mains, sous la main, y compris celui de Hong Kong, qui a été écrit donc en coréen, mais surtout celui aussi de Murakami, qu'elle a lu dans les 2 langues. Donc en plus, elle peut aussi nous raconter un peu ce que la traduction apporte, amplifie, augmente ou non les romans qu'elle a pu lire. Alors, sur Hong Kong, et après je m'arrête de parler parce que je suis déjà trop bavarde, il faut juste dire que parce que c'est important, c'est la première femme asiatique à recevoir ce grand prix littéraire. Elle a une 50aine d'années, elle est poétesse également. Prix Nobel de littérature, je vous l'ai dit, elle a été récompensée pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine. Ça, c'est ce que l'Académie suédoise a voulu récompenser en la consacrant avec ce prix. Dans le nouveau numéro de la NRF, il y a 3 plumes qui présentent son œuvre et qui nous racontent ce que cette lecture a pu provoquer en eux. Celle de Yakuta, Ali Kavazovic, celle de Mohamed Mboukarsar, qui en plus, ou on va dire différemment peut-être, a fait le voyage à Séoul juste après qu'elle ait reçu ce prix Nobel de littérature et qui nous raconte à sa manière bien singulière la manière dont ce prix a pu être reçu par la population, évidemment motif de fierté, mais peut-être pour elle aussi motif d'inquiétude avec la surexposition qu'un tel prix peut entraîner et les risques d'accusation d'antipatriotisme pour cette grande écrivaine coréenne. Voilà, on va revenir sur tout ça, mais peut-être je vous laisse ouvrir la discussion. Ryoko Sekiguchi, je te laisse ouvrir la discussion sur ce roman, Impossibles adieux. C'est un rapport à la vérité, c'est un rapport à la mémoire douloureuse, au traumatisme du pays qu'elle met en avant, mais elle a une manière, tu nous dis ça dans la NRF, très singulière, bien à elle, de plonger la plume dans la plaie. C'est-à-dire qu'elle passe, tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle écrit passe par les sensations. Les souvenirs, notamment, sont chez elle des sensations. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule, donc parce que par exemple Yakuta en parle et dans ces 3 articles, dans ces 3 textes, donc il y a aussi à la fois des mots comme sensation, comme rêve, mais rêve qui peut devenir un cauchemar. Et en fait, je pense que un livre qui est très fort, quels que soient les lecteurs qui le lisent, nous transmettent la même impression. Et pareil, en fait, pour la qualité aussi de traduction, parce que c'est vrai que j'ai lu, en fait, c'était le coup de cœur de l'année dernière, donc j'ai lu en français, en japonais, et toutes les 2, malgré par exemple, les détails qui sont différents, nous transmettaient aussi ce style que on peut imaginer, qui est celui de Han Kang. Donc, je pense que il y a quelque chose qui est une force absolue de texte original qui fait que, quelle que soit la langue à laquelle le livre est traduit, en fait, on ressent la même chose. Et la question de sensible me paraissait tout à fait importante dans le sens où c'est vrai que quand on parle par exemple de la guerre, de massacre, et ici très précisément le soulèvement de Jésus de 1948, hein, et on a tendance souvent à oublier ce côté, en fait, une perception, les 5 sens, les odeurs et le froid, la douleur peut-être, mais et ici on commence par installer ce dispositif de sensation dans ces 2 personnages, qui est donc une qui est un peu alter ego de Han Kang, qui a écrit un livre d'abord donc sur un autre massacre et qui est depuis traumatisé, qui fait le cauchemar, et un autre artiste qui travaillait en fait dans la mer et survivante de ce soulèvement de Jésus, et qui
se sentent aussi impliqués par cette histoire et donc je fais chacun sa recherche. Et au début, donc dans à peu près un tiers de livres, il se passe pas grand-chose à part du fait que donc la héroïne pour arriver à l'île de Jésus où a habité donc sa copine, il y a la rafale de neige et elle est tout le temps visitée par ces images cauchemardesques de ce qu'elle a cherché dans l'histoire de la Corée et sa copine et elle se trouve dans l'hôpital à Séoul gravement blessée et en fait par ces descriptions de la douleur, de froid, mais aussi de sensations, de toucher avec l'oiseau que la copine a, et on entre peu à peu dans le corps de ces personnages. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cet espace entre les deux, c'est-à-dire entre le rêve et la réalité, entre le passé et le présent, que surgit l'histoire, surgit les victimes, surgit l'histoire de la mère, de la copine, et on montre qu'il n'y a que dans cet espace entre les deux, on ne sait pas qui est vivant, qui est mort, que les vrais dialogues sur ce qui n'a pas été dit dans l'histoire est possible. Et c'est une des grandes réflexions d'Itel, au moment de la réception de son prix Nobel de littérature de Hong Kong, de savoir ce que les morts ont à apprendre aux vivants, mais aussi ce que les vivants peuvent faire aujourd'hui pour les morts. Et elle raconte finalement après, de livre en livre, avec ce questionnement qu'il a poursuivi pendant des années, avoir compris que finalement toute son écriture tournait autour d'un point ou d'une ligne, autour de cette question de l'amour et de la douleur qui nous lie aujourd'hui. D'avoir revu peut-être ce questionnement. Véronique Ovaldé, Hervé Letellier, Emmanuel. Ce que j'ai trouvé extrêmement troublant dans ce livre, c'est la dimension un peu funèbre de ce livre, qui est très présente, qui s'exprime à travers à la fois les images que tu évoques, c'est-à-dire les flocons de neige qu'on voit tourbillonner, les arbres noirs, qui sont omniprésents, qui sont comme des troncs, qui un peu à la fois immobiles et presque humains, qui représentent finalement la mémoire des êtres qui ont disparu et qu'on retrouve là. Et il y a aussi quelque chose qui est très frappant et qui en fait peut-être aussi un livre aussi onirique qu'intime, aussi historique finalement qu'existentiel. C'est la capacité qu'elle a d'introduire l'histoire de la Corée, qui est apparemment indicible encore, et très difficile encore à exprimer quand tu dis que c'est effectivement le sentiment antipatriotique potentiel qui peut être ressenti à la lecture de ce livre, parce qu'on oublie que le massacre de Jeju en 1948 est antérieur à la guerre de Corée, et que donc c'est presque le fondement de la guerre de Corée. C'est le massacre de 30 000 communistes, ou décrits comme communistes, ce qui veut dire une personne sur 10 sur une île, et qui n'est qu'un massacre parmi de nombreux autres. Et cette chose qui finalement justifiera plus tard la guerre et aboutira à la division de la Corée en deux, c'est encore impossible à dire. Et le fait que ça soit encore impossible à dire dans le livre, et que ça passe par du métaphorique, que ça passe par de l'onirique, que ça passe par du rêve, par une fusion entre la réalité et le rêve, je trouve que ça répond aussi bien à la question romanesque, fictionnelle, de la manière dont on traite l'histoire dans les romans. Et ça, c'est vraiment frappant. Mais en même temps, le tabou ne reste pas le tabou. Je pense qu'elle va jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire aussi. Et puis aussi, donc il y a, c'est vrai, à la fois tous ces images un peu funèbres, mais en même temps, on sort pas de cette lecture lourde. Ce livre n'est pas lourd non plus, je pense, parce que c'est cet espace donc entre les deux. C'est aussi il y a quelque chose, comme a dit en fait dans un interview à Han Kang, qu'elle a écrit un livre sur l'amour
ultime. Et que lorsqu'on pense à quelqu'un, un être cher, on a parfois l'impression qu'il est à côté de nous, alors que même si en fait cette personne est loin. Et il y a quelque chose de surnaturel dans l'amour. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est vrai qu'on peut à la fois penser qu'on ne sait pas si ces personnages sont morts ou vivants, mais en même temps, on veut croire qu'ils sont vivants et qu'ils sont vivants avec tout ce qu'elle a pu faire revenir dans la vie. Ces œuvres, ces oiseaux, c'est aussi parce que si elle a voulu écrire sur l'histoire de la Corée, c'est aussi parce que cette histoire compte pour eux, pour leur vie du futur, je pense. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien. Très clairement, et c'est ce que dit aussi Yakuta Likavazovic, elle dit c'est un grand livre sur les fantômes, sur ce qui revient, sur ce qui en réalité n'est jamais passé. Hein. Comment vous l'avez lu, Véronique ? Alors oui, moi aussi je l'ai lu comme un livre de fantômes, mais comme quelque chose, tu disais à l'instant, en effet, on sort de ce livre, même s'il a quelque chose d'extrêmement funèbre, comme disait Hervé aussi, on sort de ce livre avec beaucoup d'apaisement. C'est très troublant d'ailleurs cet endroit où elle se rend, toute la première partie est beaucoup moins onirique. On a affaire à quelqu'un, d'ailleurs c'est assez mystérieux parce qu'on sait qu'elle est traumatisée et que elle est dans une extrême solitude. Elle parle toujours des gens qu'elle a perdus. Et puis elle va aller donc sur cette île pour sauver ce petit oiseau, voilà. Et donc tout ce trajet va être terriblement éprouvant à tel point qu'elle va peut-être mourir elle aussi, évidemment, de ce trajet parce qu'il fait un froid terrible et il neige beaucoup. Et en fait, c'est aussi ce truc de la neige qui est à la fois très mortifère et en même temps extrêmement apaisante et protectrice. Donc moi, c'est ce que j'ai été très bien, très 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 heureuse d'être dans ce livre et de l'accompagner auprès de son amie qui est fantomatique. Et il y a aussi dans leur relation amicale et dans cette relation, donc je pense entre les morts et les vivants, quelque chose aussi qui nous dit parler en fait aux morts et parler à ses amis. Enfin, c'est un peu étonnant de dire ça comme ça, mais au fond, ça donne, ça réconcilie. Et ça réconcilie et ça permet d'éloigner une forme de chaos, une forme d'incertitude. Parce que finalement, la discussion qu'elle a en permanence avec son ami, qui n'est pas vraiment là, va être une espèce d'effort de justesse et de précision sur ce qui s'est passé réellement sur cette île entre 1948, fin 48 et début 49. Donc j'ai trouvé le texte d'une grande beauté poétique. Il y a des passages en effet de sensations justement qui sont mais sublime. C'est un très très beau texte. Alors je serais incapable de le lire dans sa langue originale, mais j'avoue que le texte français était aussi enfin je sais pas ce que tu en penses, mais il était d'une incroyable fluidité, et en même temps voilà, il t'emmenait, il t'emportait sur cet endroit qui n'était finalement pas très accueillant au départ. La neige tombe éparse. C'est d'ailleurs l'incipit de ce roman. Et c'est intéressant parce que dans vos trois critiques avec Mohamed Boukarsar, avec Yakuta Ryoko, vous commencez tous par une allusion à cette neige qui visiblement vous enveloppe, vous prend et dans laquelle on est loin de s'enliser, mais qui campe effectivement un décor. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a lu le livre d'Ankang ? Est-ce que vous avez peut-être parmi vous, quelqu'un a envie de nous en parler, de cette lecture, de comment il y est entré ? Personne ? Sinon, il suffit de lever une main. Et ben voilà, il va y avoir... Personne qui n'ose prendre la parole, c'est tout. Est-ce qu'aucun d'entre vous ne l'a lu ? Alors il va falloir qu'on vous donne... Vous l'avez lu. Vous l'avez traduit. Vous êtes Pierre ? Oh là là. Bon, alors, Mohamed Boukarsar vous vénère. Je crois qu'il vous a rencontré... Il était vraiment en Corée, vous allez pouvoir me confirmer ce fait.
Vous avez mangé de la méduse ensemble avec Mohamed Boukarsar. Ok. Parce qu'il parle que d'où, en fait, quand même, dans ce texte. Hein, et ça a l'air d'être une rencontre pour lui qui a énormément compté. Merci pour cette traduction. Mais vous êtes le traducteur en France de l'entièreté de l'œuvre de Han Kang. Il fallait que je vous amène un micro, peut-être, à un moment ou à un autre. Hein. Non, je disais, moi je l'avais juste édité au Serpent à Plumes. Les 4 premiers romans, La Végétarienne, Celui qui revient, Le sang grec et Blanc. Voilà, et Impossibles adieux, c'était la première traduction. D'accord. Et alors sur sa langue, un mot quand même. Ben voilà, merveilleuse, on est comblé. C'est quelque chose qui est très dur aussi. Enfin, très honnêtement, c'est pas hyper commercial de le dire, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'exploration du deuil et de la douleur. Et moi, c'est ça que je retiens aussi d'elle. Et elle a une fragilité et une force pour entrer dans ce chemin de deuil et de douleur permanent qui moi, me fascine toujours. Oui, parce que c'est un petit bout de femme. Hein. Quand on l'entend, elle est toute discrète, toute réservée. Quand on écoute ou qu'on la regarde dans des entretiens. Et quand on voit ce que dégagent ces romans, c'est assez fou. Emmanuel Villain, on vous a pas entendu, puis après, il faut qu'on passe au prochain. Oui, je vais faire bref. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'était effectivement le poids de l'histoire, de ces crimes absolument terribles et qui hantent les personnages, mais effectivement le lecteur était aussi enveloppé par tout un tas de sensations, et la première, celle de la neige, et vraiment c'est assez rare, en tout cas pour moi, une expérience de lecture comme ça, d'être comme ça envahi par ces sensations. Celle donc liée au climat, mais on marche avec le personnage vraiment et à la douleur aussi. Et à la douleur. Beaucoup de choses sur la douleur, voilà. En fait, parce que son ami s'est blessé. Exactement. Et elle prend le temps, effectivement, et c'est un équilibre absolument surprenant, effectivement, de pouvoir maintenir cet équilibre entre la description de ces sensations qui nous permet à nous de les éprouver sans qu'à aucun moment ça tire en longueur, sans qu'à aucun moment on ait le sentiment que l'auteur insisterait trop. C'est vraiment un équilibre assez parfait à ce niveau-là. Donc c'est très très beau, effectivement. C'est Pierre Biziou, bien sûr, écrit Mohamed Boukarsar, qui parle le mieux de l'univers de Han Kang. Nous étions au dessert quand, dans son récit, le dessert après avoir mangé quoi ? Méduses. Des méduses. J'avais la cuisse de grenouille en tête, mais donc c'était les méduses. Nous étions au dessert quand, dans un récit de l'expérience esthétique qui constituait la traduction de Han Kang, il dit ces mots. La traduire, c'est comme entrer dans un rêve, mais un rêve inquiet qui peut se transformer au détour d'une phrase simple en un violent cauchemar. Je me dis, la lire aussi, ouvrez Impossibles adieux. La première scène correspond littéralement à cette métamorphose. Un rêve, mais jusqu'à quand ? Merci beaucoup pour cette première mise en bouche autour de Han Kang. Il y a beaucoup d'autres romans d'elle qui sont parus et traduits en français. Un recueil de poésie qui vient de paraître d'ailleurs à l'instant. La végétarienne notamment, qui a été aussi mise en scène au Théâtre de l'Odéon cet automne. Et d'autres livres. Donc je vous laisse, si vous avez envie de commencer, d'entrer par Impossibles adieux ou par un autre de ces romans, décidément ça ne veut pas tenir en place, choisir votre porte d'entrée et votre direction. Mais en tout cas, Han Kang est chaudement recommandé par l'Académie suédoise et par nos critiques ce soir. Haruki Murakami, c'est à vous d'ouvrir le bal, chère Véronique Ovaldé. Son nouveau roman, La Cité aux murs incertains, apparu en janvier chez Belfond. Et c'était donc le nouveau roman très attendu du maître japonais, du maître de cette étrangeté, qui fait quand même assez souvent sa marque. Il a été traduit du japonais par Hélène Morita. Et là, on a aussi avec nous donc Ryoko Sekiguchi, franco-japonaise, qui va pouvoir nous dire ce que ça fait de le lire dans les deux langues. C'est un livre là encore assez poétique, une histoire d'amour, une dimension extrêmement onirique, avec, on retrouve peut-être ce lien avec Han Kang, cet art de la description qu'on peut retrouver chez Murakami. Là, le récit ne s'ouvre pas avec de la neige, même si on en retrouve plus tard dans le roman, mais avec
la perspective d'un soir d'été, le parfum d'une herbe tendre avec des petites cascades. On commence aussi par cette rencontre entre cet homme et cette femme et ces descriptions. Et c'est aussi un livre de fantômes, un livre d'ombre, avec toute cette puissance onirique comme on l'évoquait. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a des liens entre dans une forme d'imagerie et d'univers. Alors, ce qui se passe avec Haruki Murakami, c'est que c'est drôle parce qu'on dit il y a les harukistes, qui sont les gens qui donc ont lu tout Murakami. Moi, j'ai lu Murakami, ça fait très longtemps, ça fait 30-35 ans que je lis Murakami. Et évidemment, dans une œuvre aussi importante que vous avez lue depuis si longtemps, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des livres majeurs et des livres mineurs. Et c'est normal. Dans une bibliographie de n'importe quel auteur, c'est le cas. Ce qui se passe ici avec ce dernier livre, c'est que j'ai retrouvé des choses de Murakami, peut-être un peu trop, d'une certaine façon. Parce que ça commence avec... Il y a des choses très belles. Ça commence avec cette rencontre amoureuse de deux jeunes gens. Ce sont des motifs qui reviennent très souvent chez Murakami, et comme si la rencontre amoureuse l'amour était une forme de conversation ininterrompue. Et en fait, ces deux jeunes gens, ce jour d'été, ils vont inventer une cité. La cité aux murs incertains. La jeune fille dit au jeune homme, si tu veux retrouver mon vrai moi, il faut que tu ailles dans cette cité. Et puis elle disparaît. Évidemment, les femmes sont extrêmement volatiles chez Murakami. Elle disparaît et il n'aura de cesse d'essayer de la retrouver. Et alors pour la retrouver, il va aller dans cette cité qu'ils ont inventée. Alors ce que je trouve très intéressant chez Murakami et que j'ai retrouvé ici, c'est cette façon qu'il a. Tout à l'heure, je parlais chez Han Kang du fait qu'on avait un texte assez funèbre, évidemment, terrible, violent, douloureux, et qui en même temps, il est protecteur et accueillant. Et il y a quelque chose comme ça chez Murakami. Chez Murakami, il y a le bizarre. Alors, ça commence toujours tout à fait normalement. Et puis, il y a un dérapage. Et cette chute est en permanence rattrapée. Ça, c'est quelque chose qui, quand je l'ai commencé à le lire il y a donc une trentaine d'années, en fait, m'avait enchantée. Parce que j'adorais cette idée que c'était possible. En fait, tout à coup, vous acceptiez tout à fait qu'il y ait des fantômes, que les gens discutent avec des chats, que les gens, que les morts reviennent à la vie. D'ailleurs, ils sont jamais tout à fait morts. Là, il y a encore des choses tout à fait délicieuses, comme ce vieux monsieur qui est un ancien bibliothécaire. Il s'avère que c'est un fantôme et il vient visiter le narrateur. Il vient le voir, discuter avec lui donner des conseils parce qu'il est fort sage et il est habillé d'un petit béret et puis d'une jupe à carreaux, et tout le monde trouve ça normal, et lui il s'étonne un peu quand même que tout le monde trouve ça normal parce qu'il n'est pas le seul à voir les fantômes. Alors il y a plein de petites choses comme ça qui de toute façon sont assez enchanteresses quand on aime Murakami, quand on s'y sent bien, mais j'avoue que là j'avais l'impression de relire certains textes de lui à la fin des temps. Par exemple, où il a repris des motifs des licornes, il a repris tout un tas de choses de l'ombre qu'on perd, parce qu'il est très obsédé par les ombres. Il y en a beaucoup dans ses histoires. Le fait de perdre son ombre est à la fois une malédiction et en même temps une forme de libération. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça dans ce livre, mais au fond, il y en a d'autres que j'ai tellement plus aimé de lui. Voilà. En gros, ce qui se passe avec ce roman. Alors, j'ai été étonnée, moi, tout à l'heure, on en discutait. Parce qu'il y a ce sentiment de répétition il y a le sentiment pour toi qui a déjà beaucoup lu. Mais qui fait partie aussi, quand même, du plaisir. C'est très répétitif. Mais pour un lecteur qui n'aurait jamais lu Murakami. Alors, pour un lecteur, je lui conseille d'en lire un autre. Voilà. Non, ne commencez pas par celui. Enfin, je suis désolée, c'est pas. Et on commence par lequel alors ? Alors, je pense qu'en fait, quand on est harukiste, on est content de le retrouver. Vous voyez, moi j'étais bien là, mais parce que je me dis quand même, c'est un peu chez moi. Voilà, je reconnais les petites choses, et les petits clins d'œil, ça. Bon, vous êtes. Donc pour un lecteur qui ne l'aurait pas lu, on a l'impression qu'il nous manque quelques clés. C'est ça ? En fait, je pense qu'il y en a qui sont tellement plus étonnants, plus riches, plus
et plus surprenant, et aussi avec des contextes historiques beaucoup plus forts. Il y a quelque chose qui est intéressant chez Murakami, c'est qu'il dit toujours, et on le sait parce qu'il a quitté le Japon pendant des années, lui, il disait qu'au fond, mais il y a un petit passage d'ailleurs dans le livre dont il en parle, où il ne veut pas être un rouage. Ces personnages, en général, ne veulent pas être... Ils veulent échapper à leurs conditions de rouage. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les textes de Murakami, où on a l'impression que c'est une sorte de condition japonaise à laquelle il veut s'échapper. C'est comme ça que j'ai lu certains de ses livres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve là et que je trouve très intéressante. Mais j'aurais tendance à dire, il a certains livres comme la course au... C'est le premier que j'avais lu de lui, moi, c'était La course au mouton sauvage, ouais. Que j'avais, où je m'étais dit... C'est extraordinaire. Là, il y a des choses... il ose tout, en fait. Et cette confiance dans quelque chose qui serait indécidable, il ne vous propose pas de résolution. Et donc, cette confiance-là, moi, j'aimais beaucoup. Et sinon, il y en a un, je trouve, qui est très au-dessus des autres, ça, pour ma part, parce que justement, il est très, très riche. Celui-ci, c'est Chronique de l'oiseau à ressort. Et je pense que je pense qu'on peut commencer avec Chronique de l'oiseau à ressort. C'était mon conseil du soir sur Murakami. Ouais. Le plus connu, le plus traduit, en tout cas, ou peut-être le plus cité, étant Kafka sur le rivage. Oui, Kafka sur le rivage, en effet. Alors, qui a lu Murakami, le dernier ou des précédents? Alors là, c'est le dernier ou c'est... Le dernier Tout. Un narokiste. On vous a déjà vu, hein. Véronique, vous vous souvenez? Ah oui. Ouais, vous étiez au dernier book club. Je vous donne la parole et après on la laisse à Ryoko et Hervé sur ce livre. Alors pour moi, ce livre, c'est un rêve de lecteur, et dans l'histoire, il y a aussi plein de rêves. Effectivement, c'est pas le premier si on n'a jamais lu, faut pas commencer par celui-là, mais c'est pas méchant. Enfin, c'est vraiment, c'est pas le premier qu'il faut lire, quoi, mais ça reste quand même un livre que j'ai adoré, et c'est le livre vraiment que j'ai préféré depuis 10 ans. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il sort des romans qui m'ont un peu, pas déçu, mais un peu laissé à côté. Et celui-là, vraiment, ça m'a repris dans l'œuvre de Murakami, et on trouve tout. Alors c'est un livre qui est en 3 parties. La première, elle est très bizarre, donc il faut pas s'arrêter à cette première partie qui est un peu incompréhensible, on va dire. Mais la deuxième, qui est la plus importante, elle est vraiment magique. On est dans les montagnes au Japon, paumé. On est dans une bibliothèque pratiquement tout le temps avec plein de livres. On parle de livres, c'est tout ce qu'on aime quand on est lecteur. Et puis il y a une fin qui est plus, je vais pas dire la fin, mais qui est plus onirique et qui nous remet un peu dans un rêve aussi. Enfin voilà. Et je trouve que, pour moi, le premier, c'est plutôt Kafka sur le rivage, qui est un conte, vraiment, un conte pas pour enfants, mais un conte pour vraiment tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Hervé, Ryoko. Alors, j'ai 2 points à relever. Alors, 2 points à corriger ou 2 points à ajouter? Ajouter. Non, mais qui est peut-être un peu à côté de texte, mais pas que. Pas tellement, parce que en fait, ce qui m'a surtout intéressé, c'est la genèse de l'écriture, quoi, parce que ce livre, c'est un confinement, hein. Donc c'est non, je voulais dire non, c'est parce que c'est né d'une nouvelle. Oui, parce que il a d'abord écrit le premier livre de même histoire, je pense en 1980, et ensuite avec le même toujours, et en fait plot, histoire 86, et il était pas content de ce qu'il a fait, de ces 2 livres, et qu'il pensait que pour cette histoire il y a mieux à faire. Et aujourd'hui, donc c'est 40 ans plus tard, il sort la même histoire, et en fait en tant qu'écrivain, on pense, c'est comme si, bon, bien sûr, donc c'est un livre de monde possible, monde parallèle, et je me disais, mais waouh, il y a une sorte de folie, parce que si on pense que chaque livre recèle un monde possible, et qui peut avoir en fait milliers d'autres vies possibles pour ce livre, on va passer notre vie à écrire seulement une
un livre. Donc, c'est ce qui est une histoire. à la fin, d'ailleurs, oui, dans cette postface. Et en fait, ce n'est pas une critique. Je trouve ça assez, disons, assez original. Enfin, c'est assez à part. Et je ne sais pas si, justement, je vais poser la question à vous si c'est. Allez, Hervé. Une sorte de monde possible pour chaque livre. J'ai bien aimé plot parce que je viens de comprendre pour la première fois que le mot complot et pelote, ça va ensemble. Et j'ai trouvé que le fil de la pelote était un peu long, quoi. Pour dire le moins. Et bon, moi aussi j'étais enfant unique, mais moi je parlais pas à mes chats quand j'étais petit, comme faisait Murakami. Et je suis pas un grand haroukiste. J'arrive pas à rentrer personnellement dans ce réalisme magique qui nous est proposé, dans ces univers toujours là aussi très fantasmagoriques, qui sont pas du tout ma tasse de thé, ce qui est très convenable pour un auteur japonais. Donc là j'ai eu du mal. Non, c'est vraiment non. J'irai jusqu'au bout. Non. J'irai jusqu'au bout. Tu ne m'interrompras pas, j'irai jusqu'au bout. La tasse de thé. Voilà. Et donc voilà. Pardon. Donc j'ai trouvé que ce livre, personnellement, était un peu long. C'est vrai que j'ai beaucoup préféré Kafka sur le rivage, que je n'ai pas appelé Kafka sur la plage, tu as vu? C'est bien. Non, mais c'est intéressant parce que vous racontiez tout à l'heure que c'était le titre en anglais était. Oui, pas une blague, ça me reste en tête à chaque fois et je suis toujours avec les Beach Boys à cause de ça. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc voilà. Donc ce livre-là, je l'ai trouvé pour pas rester trop longtemps sur mon avis personnel qui est justement pas très positif sur cet ouvrage. Je l'ai trouvé un peu long. C'est vrai que la première partie, je suis d'accord avec monsieur, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans, mais comme je suis un garçon acharné, je suis allé jusqu'à la deuxième que j'ai trouvée plus intéressante, avec cette rencontre avec le bibliothécaire, etc. Et ce jeune homme, voilà, dont on ne connaît pas le nom, parce que chez Murakami, on ne connaît jamais les noms des protagonistes. C'est une sorte de système qui finalement finit par me fatiguer. Oui, mais ma question était de savoir si en fait ça vous arrive de penser à réécrire le... Ah, et bien sûr, c'est vrai. Mais bien sûr, mais il faut s'en méfier. C'est ça que je veux dire aussi. Il faut parfois se méfier des nouvelles qu'on a écrites autrefois et dont on se dit que cette nouvelle de 30 pages pourrait faire un formidable roman de 600. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire et je vais m'arrêter là. Ah oui. Bah non, pourquoi il faudrait s'en méfier? Non, mais c'est des cas comme ça. Est-ce que tu as tenté l'exercice? J'ai jamais oui, ça s'appelle. C'est là qu'on va apprendre que l'anomalie est née comme un prix concours best-seller, est née d'une nouvelle écrite dans les années 70. Bien sûr que ça commence comme une nouvelle qui a été transformée, bon voilà. Mais mais c'était quand même, j'ai transformé une nouvelle en 12, mais bon, bref. Le système. Non, donc j'ai 12 nouvelles. Je peux augmenter quand j'ai 12 nouvelles, c'est plus pareil qu'en avoir une seule. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression d'une sorte d'étirement. C'est pour ça que je disais que pelote et plot allaient assez bien ensemble. Et cet étirement, j'ai fini par le trouver ennuyeux. Voilà. Et je pense par rapport en fait à ce qui à ce qui s'était passé dans la littérature japonaise et dans la littérature française, et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que juste au même moment, je lisais donc Uchronie d'Emmanuel Carrère, qui est donc quelques années moins âgé que Haruki, mais qui a écrit à peu près au même moment. Ce livre. Donc, je pense que c'est aussi, il est paru, en fait, 86. Et dans ce livre, donc, il lui met, donc, l'introduction, 45 ans après, et il parle, lui, de l'Uchronie, donc le monde qui aurait pu être, et que en disant que lui, il a quitté ce monde, et en parlant de donc ce monde parallèle, ce monde, enfin les romans qui est constitué à ce genre de système, il dit que être constamment attentif aux indénombrables bifurcations qu'offre la vie, nourrir la nostalgie et l'effroi de nos existences parallèles, à quoi invite le roman de cette sorte de roman au carré qui est l'Uchronie, est stimulant pour l'imagination, mais c'est aussi un trait de l'adolescence qui voudrait garder toujours les choix ouverts devant elle. Et je ne dis pas lequel a raison, parce que on peut tout à fait dire que
que le contraire. Mais et c'est vrai que la littérature japonaise a vécu en fait sous l'influence de Haruki et qui toujours affirme 40 ans plus tard que c'est le monde, c'est la littérature qu'on a besoin. Et d'un autre côté, en France, il dit que non, c'est le truc d'adolescence. Donc ça m'a paru assez intéressant. Merci. Uchronie, qui est donc une réédition. J'ai oublié le titre original du livre d'Emmanuel Carrère, préfacé 40 ans après. C'est sur le dos. C'est sur le dos. Ouais. Enlève le bandeau. Sur le dos. Le détroit de Bering. Voilà, le détroit de Bering. Merci beaucoup. Et qui vient de paraître, cette Uchronie, il y a 2-3 mois, qui est ressorti chez POL, l'éditeur historique d'Emmanuel Carrère. Je ne donne pas la parole à Emmanuel Villain sur ce Murakami, non pas qu'il ait aimé ou pas aimé, mais parce que les journées sont pleines et que voilà. Et le temps parfois manque aussi. Et en revanche, te la redonne tout de suite pour évoquer un troisième roman ensemble, celui de Nasser Abousrour, que tu as d'ailleurs critiqué, chroniqué dans la NRF. Et on t'en remercie. Raconte-nous un peu l'histoire de ce livre. Peut-être un mot sur l'homme d'abord. C'est un premier roman donc d'un auteur palestinien détenu dans les prisons israéliennes depuis 30 1993. ans. Voilà. Et il a été condamné pour son implication présumée dans la mort d'un officier des services de renseignement israéliens. Exact. Il dit que des aveux lui auraient été extirpés, donc sur sa culpabilité, on ne sait pas exactement. Reste qu'il est quand même entre quatre murs depuis 30 ans, et il revient pas d'ailleurs tellement sur cette affaire du tout, même dans le livre, qui est un récit. J'ai dit roman, mais c'est quand même plutôt un récit. Et ce qui est fascinant, ce livre, c'est que c'est vraiment l'histoire d'un homme et de son mur. Et d'ailleurs, il le dit dès l'introduction, d'un mur qu'il a pris pour témoin, lui, l'homme, de ses paroles et de ses actes. J'ai retenu 2 qualificatifs de votre critique, de ta critique, Emmanuel Villain, je passe de l'un à l'autre. Lumineux et onirique. Ce qui est assez surprenant pour un livre, une littérature carcérale. Lumineux, l'éditeur a choisi une couverture, effectivement, où le ciel transparaît à travers le mur. Oui, c'est un livre très très surprenant et vraiment unique en son genre. C'est un récit, effectivement, mais qui dépasse le cadre du récit habituel, dans le sens où, effectivement, c'est une écriture qui est extrêmement lyrique, voire onirique, poétique à de nombreuses reprises. Il y a même certains chapitres qui sont présentés sous la forme de poèmes. Et donc oui, il raconte l'histoire, son histoire, mais à travers son histoire à lui, celle de toute la Palestine. C'est un homme qui est né en 1969 et qui est né dans un camp de Bethléem, à côté de Bethléem. Donc déjà, il est né enfermé entre 4 murs. Il explique que pendant son enfance, il essaie de regarder au-dessus du mur. Et très vite, donc à l'âge de 24 ans, il a été arrêté dans les conditions que tu as rappelées, et il est depuis enfermé et dans des prisons israéliennes, parce qu'il ne cesse de bouger. Et effectivement, c'est un livre extrêmement surprenant dans la mesure où, dès le départ, effectivement, Nasser Abousrour, l'auteur, va essayer de faire j'allais dire cause commune, mais c'est pas le terme, mais aller essayer de faire corps avec ce mur-là, et que il prenait ce mur à témoin de ce qui lui arrivait, et que il expliquait que si j'essaie de reprendre ces mots, ce sera mieux dit que si moi je le paraphrase, mais voilà, c'est qu'en renonçant à la perspective de la liberté, il fait corps avec ce mur, et ainsi peut se projeter dans le champ de l'imaginaire. C'est-à-dire que si lui-même renonce à sa liberté, en fait, la prison ne peut plus la lui retirer. Et c'est un tour de force mentale absolument, effectivement, stupéfiant. On se dit, ça va pas tenir, et en fait, bon, il tient. Et voilà, et notamment, cette réflexion, il a eu à la lecture de Kierkegaard, qui expliquait que c'est en renonçant, effectivement, à l'être aimé, mais tout en continuant à l'aimer, qu'on pouvait vivre cet amour-là. Et lui, il fait la même chose avec sa liberté. Et alors, c'est très déroutant, mais il s'y tient. Et donc, c'est une littérature, effectivement, on pourrait la rattacher à ce qu'on appelle la
littérature carcérale, mais il arrive effectivement à voler au-dessus de ces prisons, de ces murs, contrairement à d'autres récits qui sont beaucoup plus durs. Par exemple, parce que la traductrice qui s'appelle Stéphanie Dujol, ouais, c'est ça, voilà. Stéphanie Dujol avait traduit, elle, le récit d'un Syrien dont le nom actuellement là, Mustapha Khalife, voilà, qui s'appelle La Coquille, qui était paru chez Actes Sud, qui lui racontait l'incarcération dans les geôles de Hafez el-Assad en Syrie, où là, c'était vraiment les conditions de la détention. Donc, c'est une lecture qui est assez insoutenable. Là, au contraire, on voyage, à travers son récit, déjà, on revisite toute l'histoire de la Palestine depuis 1948, parce qu'il vit malgré tout les différents événements qui sont la première intifada, la seconde intifada, le 11 septembre, tous ces événements-là, les libérations qui sont promises à chaque fois aux prisonniers. Donc, il y a des groupes de prisonniers qui sont libérés, il attend toujours sa libération. Et c'est toujours pas le cas. D'ailleurs, la traductrice m'a envoyé une petite vidéo. On voit un prisonnier palestinien qui vient d'être libéré et il vient rendre visite à la mère de Abu Sour. C'est la première chose qu'il a fait en sortant de prison, c'était d'aller rendre visite de la part de Nasser Abu Sour à sa mère, qui attend toujours, effectivement. Et aussi très surprenant dans ce livre-là, la deuxième partie, qui est une histoire d'amour, où il est visité par une avocate qui est palestinienne mais qui a grandi en Italie, et va se nouer une histoire d'amour entre eux, une histoire très très belle, faite d'un échange aussi épistolaire, mais effectivement une histoire d'amour à laquelle aussi il va devoir d'une certaine façon renoncer, et ça c'est une partie effectivement assez poignante. Donc c'est son premier livre qu'il a écrit, on ne sait pas comment. C'est-à-dire qu'il a dû faire sortir son texte par on ne sait pas trop comment. On ne sait pas comment il est arrivé, on ne sait pas comment il est arrivé jusqu'à son éditeur. Il a été édité d'abord à Beyrouth en 2022, je crois. Et lorsque son éditeur américain a demandé pour en savoir un peu plus, il y a juste une seule photo de lui qui est connue, une photo de prisonnier. Lorsque son éditrice américaine a demandé à savoir un peu plus, a demandé communication de son dossier de prisonnier à l'administration israélienne, l'administration israélienne lui dit qu'il l'avait perdu. Voilà. Donc oui, c'est un livre extrêmement fort. Le titre français, c'est « Je suis ma liberté », qui n'est pas le titre original en arabe et aussi en anglais, qui est l'histoire d'un mur. Voilà. Qui est peut-être plus adapté, mais je commence à aimer ce titre, je suis ma liberté, finalement. Alors, je crois que je ne suis pas seul à l'avoir lu. C'est très intéressant ce que tu dis sur cette histoire de mur, parce que c'est très déroutant, en effet. Mais c'est parce que la littérature carcérale, on en a lu, et en général, on nous parle de la manière dont on vit, en fait, dans ces prisons. Et on a l'impression que lui, ce qui revient régulièrement, c'est une espèce de profonde somnolence de la vie en prison. Et il dit, à un moment donné, s'accrocher à un mur peut être le chemin le plus court pour le franchir. Ça, c'est quand même un postulat qui est un peu sidérant, et quand même, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on accepte ça au fur et à mesure du livre. Et en effet, tu as utilisé plusieurs fois le mot renoncement. C'est aussi un apprentissage du renoncement avec quelque chose, que c'est un texte qui est incroyable, c'est un texte philosophique, méditatif, poétique, très poétique, et qui est aussi un témoignage, bien sûr, historique. C'est vrai qu'il est très, très troublant. Et puis cette histoire d'amour est magnifique et vraiment tout à fait bouleversante. Ce renoncement, pour lui permettre de réaliser une sorte d'amour qui est peut-être plus libre que nous qui vivons en dehors de murs qui sont préoccupés par d'autres conditions matérielles. Il y a une sorte d'amour pur qu'il a pu réaliser. Pardon. Non, simplement, c'est aussi un livre qu'on ne peut pas lire sans en permanence avoir cette idée qu'il est en prison à perpétuité. Oui. Cette notion de la prison à perpétuité, donc sans perspective aucune,
est à la base aussi de la manière dont on le lit. C'est la sensation de ode à la liberté est renforcée de manière absolument énorme par le lecteur lui-même, qui est toujours dans ce dispositif mental où chaque fois qu'on lit quelque chose, on se dit cet homme ne sortira jamais. Et moi, j'ai trouvé ça très troublant. Et j'ai trouvé aussi que la manière dont il gérait... alors, c'est tout à fait anecdotique, hein, mais les exergues de chacun de ces chapitres, c'est très amusant et très profond. Il cite Feuerbach d'une manière très maligne, et il a cette citation d'un proverbe turc que je ne connaissais pas, et qui est Dieu seul a le droit d'être seul. Elle est pas mal. Et il a un sens d'observation. C'est comme si, en fait, une petite cellule regorge, mais plein de choses à observer. En fait, c'est pas juste la réflexion qui rumine, mais déjà, donc, en fait, dans ce livre, on entre, mais tout de suite, on n'attend pas 50 pages pour entrer dans l'histoire. Et déjà, donc, on sent qu'au début, donc, avant d'entrer dans la prison, quand il était dans le camp, bien sûr, donc comme vous avez dit, en fait, il est encerclé par les murs. Donc c'est comme si, même si en dehors de prison, ils sont entre les murs. Et aussi dans cette histoire, au début, il parle justement de la condition palestinienne où il n'y a pas de récit, il n'y a pas de lieu à écrire, et ce livre-là lui-même est un grand livre de bien sûr de résistance, mais comment on peut arriver à la liberté tout. Bien sûr, le mur sont là, mais comment... Mais c'est intéressant parce que Murakami est aussi un hommage sur les livres, et là il y a cet hommage à la philosophie, à la pensée, pour s'échapper. Ça me fait penser à Genet qui n'écrivait, disait-il, jamais aussi bien que dans les 3 mètres carrés de sa cellule, et qui faisait presque, pensait-on, exprès de se faire arrêter en volant des livres pour être détenu dans une cellule, avec cette Oscar idée Wilde. Aussi, avec cette idée que l'imaginaire, finalement, peut-être dans ces conditions-là, l'imaginaire peut repousser les murs, en réalité. Et c'est ce qu'il prouve à Bousrour dans ce récit. Quand même une question, est-ce que ce roman nous éclaire, à sa manière, sur la situation actuelle au Proche-Orient? Est-ce qu'il y a une profondeur de champ, par ces 30 ans aussi d'histoire que lui a vécu enfermé, ou est-ce que c'est surtout parce qu'il faut aller y chercher, voire peut-être que certains n'ont peut-être pas envie d'y trouver ça, donc... Alors, on trouve aussi l'histoire de la Palestine, parce qu'il revient effectivement sur tous les grands événements qui ont jalonné l'histoire de la Palestine, l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza, et des différentes guerres. Et lui, effectivement, suit ça, mais avec cet œil, comme dit Hervé, de celui qui est incarcéré à vie. Et puis on la suit et on la comprend que si on la connaît. Oui. Parce que ça fait référence à toute une série d'éléments, le narrateur en chef pour définir Arafat, etc., où il faut voir d'où il parle. Oui. Et pour comprendre d'où il parle exactement, c'est pas simple. Parce que on est beaucoup dans le métaphorique, beaucoup dans l'allusif. C'est aussi parce qu'il est en prison. Le fait qu'il commence un chapitre en disant avouer c'est trahir ne dit pas grand-chose de sa culpabilité ou non. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent se lire, mais qui nécessitent une bonne connaissance de l'histoire de la Palestine pour le comprendre. Hein. Oui. Ou une envie d'enquêter. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée regarder, lire énormément de choses sur la question après. Parce que, en effet, je n'étais pas tout à fait au point sur... le chapitre sur Oslo, par exemple, si on ne connaît pas l'histoire des accords d'Oslo, il est un peu incompréhensible. Mais en même temps, c'est aussi un piège de dire que quand on parle quand on lit un roman, par exemple, sur la Palestine ou bien sur l'histoire de la Corée, qu'il faut connaître d'abord son histoire. Pour après, bien sûr, mais il est beaucoup moins allusif, le texte de Han Kang, tu vois. Alors que là, en effet, on dirait qu'on sait. D'ailleurs, à qui s'adresse-t-il quand il écrit ce livre? Donc, de toute façon, il ne va pas nous expliquer précisément de quoi il s'agit. En tout cas, moi, j'ai eu besoin de me repérer, en quelque sorte. Et moi, je voulais insister
sur une dernière chose, c'est que c'est une vraie œuvre littéraire, c'est-à-dire que c'est son premier livre, et c'est assez stupéfiant de lire un tel livre. Et je disais abouti, c'est incroyable. Et avant que l'on commence, je disais que j'avais souvent du mal avec la littérature traduite. Dès que la traduction accrochait un tout petit peu, j'abandonnais. Et là, à aucun moment, la traduction se sent. Pourtant, ça vient donc c'est traduit de l'arabe, qui est une langue très complexe. Et le fait est aussi que la traductrice, petite précision, connaît très bien la Palestine. Elle travaille notamment aussi comme traductrice auprès de la Croix-Rouge dans les prisons palestiniennes. Donc elle a une connaissance intime de ce que vit le personnage, et ça nous a joué dans la qualité de la traduction. Moi, je vous remercie de nous avoir recommandé ce livre. Faut remercier Olivier. Je suis très très content d'avoir lu ce livre. Y en a-t-il qui l'ont lu? Alors oui, donc c'est une détention à vie, mais il faut quand même peut-être juste savoir, sans en connaître les dessous, que régulièrement il y a quand même des demandes de libération, et que dans le cadre actuel où il y a des négociations, en revanche, visiblement, il n'y a pas eu consensus sur son nom, ou il ne l'a pas obtenu, ou peut-être qu'il a été en partie oublié. Vous l'avez lu, monsieur, ou oui? Et qui d'autre a peut-être déjà entendu parler de ce livre qui est sorti en janvier, donc vous avez vraiment toutes les excuses de ne pas en avoir entendu parler, d'autant plus que son auteur, comme vous pouvez l'imaginer, ne peut pas venir vous en parler lui-même directement. Ça, c'est la première chose. Et peut-être, je vous amène le micro, et peut-être la deuxième chose, c'est est-ce que ce qu'on en dit vous évoque peut-être d'autres livres de cet univers qu'on pourrait nommer un peu rapidement de la littérature carcérale que vous voudriez nous recommander? Alors, moi, j'ai eu la chance de lire le livre en arabe en premier lieu. Et c'est vrai que la traduction de Stéphanie Dujol est remarquable. Et d'ailleurs, pour les lecteurs qui sont intéressés, je l'ai interviewée dans leur revue Non-Fiction. Donc j'ai fait un entretien avec elle avec une petite introduction. Et ce qui est intéressant chez Nasser Abousrour, c'est que Je suis ma liberté, donc en arabe c'est Histoire d'un mur, Hikayat Jidar. Et c'est une œuvre littéraire en premier lieu, et le dispositif dans lequel il raconte son incarcération, et même l'histoire de la Palestine, de la Nakba, parce que il n'y a pas uniquement 67, c'est-à-dire l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, mais aussi la colonisation de la Palestine en 1948. Donc il part à partir de ça, il revient sur l'histoire de sa famille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il invente aussi une langue arabe propre à lui. C'est-à-dire que le sous-texte arabe dit long sur ses lectures. Il y a un sous-texte un peu soufi. Il y a une littérature méditative comme celle d'un grand poète qui s'appelle Al-Ma'ari. Et donc il réinvente le dictionnaire des luttes anticoloniales. Ce n'est pas la Palestine des kéfiers, des pastèques, etc., mais une Palestine humaine qui demande une chose simple, c'est l'arrêt de la colonisation et la vie libre, tout simplement. Et il y a à la fois l'humanisation du colonisateur, c'est que le colonisateur n'est pas le démon, c'est un être humain qui sait que l'histoire d'Israël et l'histoire aussi de la persécution des Juifs de par le monde a abouti à cela. Et il y a aussi une chose, c'est la satire. Son style est éminemment satirique, et Stéphanie Dujol a su rendre cette satire ravageuse, notamment du mouvement national palestinien, de son autoritarisme, et aussi des soutiens de la Palestine pour de mauvaises causes aussi. Voilà. Donc il humanise en réalité sa cause, et il dit nous sommes des gens comme les autres, et voici un fragment de notre humanité dans ce livre-là. Voilà. Et il y a une très bonne nouvelle. Un deuxième livre de Nasser Abousrour va bientôt paraître chez son éditeur libanais, qui s'intitule en arabe Ala Sarir al-Kitaba, c'est-à-dire sur le lit de l'écriture. Voilà. Donc il y a une très bonne nouvelle. Merci beaucoup.
Et si vous faites un bon accueil à ce livre-là, Je suis ma liberté, on peut espérer que du coup, s'il y a une envie, une attente, le deuxième sera aussi bientôt traduit et publié en France. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir? Oui. Ah, comment je vais arriver jusqu'à vous? Est-ce qu'on peut... Ouais. Alors, il y a le lancer de micro. Je suis pas totalement convaincue. Un mot. J'ai l'impression qu'il n'a pas été prononcé, mais qu'il était très présent. Pour moi, c'est le témoignage d'un chemin spirituel. Et ce mot de spirituel me semblait manquer pour compléter ce qui était en l'air, là. Voilà, c'est tout. Spirituel, mais pas dans sa dimension religieuse. Spirituel donc, mais pas dans sa dimension religieuse parce qu'il a perdu la foi. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Merci. On note ce mot de spirituel à ajouter à ceux qui ont été évoqués par vous quatre. Un dernier ouvrage qui nous est recommandé par Hervé Letellier ce soir, et c'est cette fois un livre de non-fiction, un essai historique, puisqu'il est signé de l'historien Johan Chapoutot. Son titre, c'est Les Irresponsables. Il a paru dans la collection NRF-Essai chez Gallimard. Johan Chapoutot, vous le connaissez peut-être pour l'un de ses derniers livres intitulé Libre d'obéir ou précédemment de la loi du sang. C'est donc son nouvel essai. Il est professeur à la Sorbonne. Je trouve intéressant le sous-titre de ce livre qui en dit déjà long sur ce qui nous attend. Qui a porté Hitler au pouvoir? Et en fait, il donne la réponse dans le titre, les irresponsables. Alors, qui sont ces irresponsables? Peut-être commencer avec ça, Hervé Letellier, qui sont ces élites, ces libéraux autoritaires, comme il va les qualifier. Alors, c'est un livre qui a été écrit entre 2023 et donc juillet 2024, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que ça l'emmène de manière un peu ahistorique jusqu'au moment où il devient historique, et celui de la dissolution, qui devient vraiment intéressant, et que c'est un moment où il a finalement finalisé le livre avec cette perspective presque d'actualisation. Et comme on sait, les historiens passent leur temps à interroger le passé avec des questions d'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait leur force. Et donc c'est ce que fait Chapoutot en interrogeant justement ce passé qui, lui, est un passé qui se situe entre 1930 et 1933, avec des questions qui sont des questions actuelles. Donc c'est un livre qui aussi remet les pendules à l'heure sur des questions qui sont importantes, comme par exemple cette vulgate qui voudrait que le parti nazi soit arrivé au pouvoir d'une manière continue et d'une manière progressive jusqu'à obtenir finalement la majorité, alors qu'il n'a jamais eu la majorité dans les urnes, qu'il y a eu une sorte de plafond de verre qui se situe à hauteur de 37%, puisque le moment où ils obtiennent 43%, c'est un moment où il y a une impossibilité pour les partis démocratiques d'être présents aux élections en mars 33. Et donc toutes ces choses sont rappelées dans le livre, et elles le sont d'une manière absolument magistrale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on est dans une démarche de compréhension des institutions aussi, de compréhension de comment marche la République de Weimar. Et le rappel qui est le fait que la République dans laquelle nous sommes aujourd'hui est finalement calquée, d'une certaine manière, sur la République de Weimar, c'est très intéressant. Il y a même des sketchs qui sont du fait que l'article 48.2 ressemble terriblement à notre article 49.3. Ça finit par presque être un sorte de sketch numérique sur la période. Alors, donc l'idée, cette progression résistible du nazisme qui est évoquée par Chapoutot, qui rappelle évidemment la résistible ascension d'Arthur Houy, la pièce de Brecht, c'est un moment extrêmement intéressant à décortiquer, non seulement du point de vue institutionnel, ce qu'il fait extrêmement bien, mais aussi du point de vue des rapports de force. Il étudie deux types de rapports de force. D'abord les forces politiques, la manière dont Hindenburg confie à von Papen le soin, à sa manière, d'organiser une sorte de camarilla pour décider de qui on va mettre au pouvoir, et on met en place comme ça un système qui va permettre aux nazis d'y arriver de manière assez simple, avec cette idée absolument folle qu'on leur donne le pouvoir pour peu de temps, mais qu'on va le récupérer après lorsque ils auront montré leur incapacité à diriger le pays.
Et la deuxième chose qui est aussi démontrée, et de manière assez connue, mais qui est toujours bon de refaire, c'est la manière dont le patronat, les petits patrons d'abord, et ensuite la grande industrie, puis ensuite les banques, ont chacune à leur manière adoubé le parti nazi dans un contexte qui était la sortie de l'inflation par la méthode de la déflation, la politique de l'offre qui a été mise en place, etc., etc. Je ne veux pas être trop long, mais voilà. Et ce qui fait aussi l'intérêt de ce livre, et je finirai par ça, c'est la galerie de portraits qui est faite. C'est-à-dire que on connaît les protagonistes du monde nazi. En fait, ils ont tous été décrits de manière assez profonde. Tout le monde connaît Goebbels, tout le monde connaît Himmler, tout le monde connaît Hitler. Il y a des biographies très bien faites, mais on connaît moins bien finalement ces irresponsables dont parle Chapoutot, et qui sont les différents individus qui vont permettre leur arrivée au pouvoir. Et la petite galerie de portraits qui est faite, dont je ne vais pas mentionner trop, mais c'est par exemple le portrait de Brüning, de Heinrich Brüning, qui est incroyablement bien fait, qui est cet homme qui vient du centre, qui est le Zentrum allemand, et qui, lui, qui finalement est un ancien aussi combattant et qui donc a une certaine prestance, qui va réussir à arriver au pouvoir, qui veut une réforme agraire et qui est renversé à cause de la réforme agraire qu'il veut faire. Donc toute une série de petits rappels sur la manière dont se déroulent les choses, le rôle de Van Papen également. Voilà. Et toutes ces choses sont faites de manière très très pédagogique, d'une manière très sérieuse, en utilisant des sources qu'on utilise assez peu, comme par exemple les sources des historiens allemands de l'Allemagne de l'Est, qui ont été peu utilisés au moment de la chute du mur, alors que les travaux avaient été faits assez sérieux, même si ces gens étaient, si j'ose dire, ostracisés. Je pense que ça ne va pas très bien pour un Amérique de l'Est, mais dans leur propre pays. Et donc ce travail qui est fait là n'est pas sans évoquer les années que nous vivons. Voilà. Oui, et il le dit lui-même. Il y a quand même, il y a une invitation de l'historien. Il fait une postface là-dessus d'ailleurs. Il fait toute sa postface. Oui, sur la postface. Mais dès le début, il y a quand même cette invitation d'abord de l'historien à ne pas méconnaître les leçons de l'histoire. Et en tout cas, ou à réapprendre à les connaître. Et effectivement, dans la postface, Véronique, je ne sais pas si vous avez parcouru le livre, mais c'est intéressant parce que on se pose éternellement la question de savoir. Chapoutot, c'est un historien reconnu, établi, professeur à la Sorbonne, historien du Troisième Reich, matière sur laquelle il travaille quand même depuis longtemps. Historien par ailleurs vraiment rigoureux, mais on se demande tellement, et il le montre à travers une sorte d'inventaire à la fin, tellement les similitudes sont grandes entre hier et aujourd'hui. On se dit, est-ce qu'il est très objectif ou est-ce que c'est un historien militant? Et en fait, j'adore la phrase qu'il utilise en disant l'objectivité dans ce contexte, si ça serait pas un malentendu, ça serait en fait vraiment, comment il met ça? Ce serait un contresens. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, il assume complètement ce qu'il est en train de nous, ce qu'il vient de nous raconter dans tout ce livre. Et il le raconte dès le début en disant, au moment où il travaille sur toute cette matière, sur les années 30, lui-même, il s'en frotte les yeux tellement il a l'impression d'être marqué par certaines similitudes. Oui, et puis, il compare non pas des individus, non pas des situations, mais des structures. Et c'est par cette comparaison bloc à bloc, structure par structure, finalement superstructure par superstructure, classe par classe, qu'on voit à quel point, malgré la distance qui nous sépare, les 90 ans qui nous séparent de l'époque, il y a de très 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 fortes similitudes. Et parfois on s'amuse, on regarde Hugenberg qui est un dirigeant d'un grand groupe de presse, et on voit la manière dont il s'organise pour favoriser l'arrivée des nazis au pouvoir. Et on a envie, même si ça n'est jamais formulé en tant que tel, de comparer ces groupes de presse à d'autres. Voilà. Même si en plus ils sont des dindons de la farce. C'est-à-dire que du moment où les nazis arrivent au pouvoir, Hugenberg est dépossédé de ses propres médias qui passent sous contrôle nazi. Voilà. Mais parce qu'il y a un système de parti unique, voilà, qui est assez différent de la situation aujourd'hui. Mais en revanche, le livre est vraiment une leçon de choses sur la manière dont un système antidémocratique autoritaire peut basculer extrêmement rapidement
Et je crois qu'on a outre-Atlantique la preuve que c'est possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on se rend compte qu'actuellement, on continue d'apprendre aux enfants dans les écoles que si Hitler est arrivé au pouvoir, c'est à cause de la crise économique. Et en permanence. Et c'est intéressant de voir à travers ce livre que ça ne suffit pas un contexte économique objectif, justement, et qu'il fallait quand même une bande d'irresponsables responsables, justement, de tout ce qui allait se passer, et qui faisaient leurs petits calculs de stratégie, et que tout ça était lié à une forme d'arrogance. Enfin, c'est très intéressant, en fait, ce qu'il dit de justement ces structures, et les gens, en fait, qui ont cru très fort qu'en fait, ils pourraient... qu'ils allaient maîtriser la chose. C'est-à-dire qu'on voit des gens du Zentrum qui pensent qu'ils sont issus de bonnes familles, qui sont riches, qui sont issus des bonnes écoles et qui vont pouvoir contrôler extrêmement facilement un parti qui est finalement des gens vulgaires, des guignols, un peu violents certes, mais qu'on va pouvoir contrôler. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on peut trouver des similitudes. Oui. D'ailleurs, l'auteur liste un certain nombre de similitudes, et c'est assez stupéfiant. Une dissolution ratée, une seconde dissolution dangereuse, inepte vu le contexte de croissance de l'extrême droite, mais demandée par cette même extrême droite et accordée en gage de bonne volonté. Une défaite cuisante aux législatives, le refus de tenir compte des résultats des élections, la condamnation des extrêmes et la précision immédiate que certains sont plus extrêmes que d'autres, que ceux qui défendent la nation. Les valeurs et la propriété seront toujours préférables à la gauche. Un milliardaire mania des médias et habité par une mission de résurrection nationale qui bâtit un empire de presse et de cinéma, etc. etc. Donc, l'inventaire, la liste. L'inventaire est assez glaçant. Effectivement, comme tu disais, Olivia, il y a un côté aussi... il ne s'en cache pas d'ailleurs, l'auteur militant, dans son livre précédent aussi sur le management. Alors, lui dit pas militant, hein, c'est effectivement, comme dit Véronique, la question de l'objectivité ou pas, et il y répond extrêmement clairement, ce qu'on pourrait lui renvoyer. Mais je trouve intéressant aussi comment, en faisant de l'histoire, finalement, Yoann Chapoutot arrive à faire de la politique. Oui. Et c'était peut-être pas le but recherché. Et en faisant de l'histoire, il arrive aussi à faire de la littérature. Et il le dit à ce niveau-là de parallélisme, ça transforme en fait la narration historique en quasi-roman à clé. Et c'est vrai qu'en lisant cet essai, en permanence, comme dans un roman à clé, vous voyez ces similitudes et peut-être ces ponts qui sont en train de se dresser avec aujourd'hui, là où vous souhaitez aussi les voir. Oui, c'est pas le colonel Moutarde dans la chambre à coucher. Si c'est Marine Le Pen ou Jordan à l'Élysée, c'est aussi un crime, mais c'est pas le même, quoi. Ça m'a fait molette. Peut-être penser quand même à un livre que je pense, un certain nombre d'entre nous avons lu, qui est L'Ordre du jour d'Éric Vuillard, prix Goncourt, et qui revenait aussi, qui racontait les coulisses de l'Anschluss et qui revenait sur ces coulisses, ces combinaisons en fait d'intérêts qui avait impliqué pas mal d'industriels allemands dans leur responsabilité dans la montée du nazisme. D'ailleurs, je crois que les deux s'entendent plutôt assez bien avec Vuillard et ils se connaissent, et Yoann Chapoutot, ils sont pas en désaccord. Et aussi, il faut noter que c'est très très bien écrit. J'ai souvent pris mon dictionnaire pour chercher des adjectifs que je ne connaissais pas ou vaguement, et il a effectivement une plume très 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 riche, et c'est pour un sujet qui peut être parfois un peu aride, qui sont les institutions de la République de Weimar, c'est très plaisant à lire. Et sinon, le livre qu'il avait écrit pratiquement il y a 10 ans ou maintenant, qui s'appelle La loi du sang, et qui s'appelait Vivre et penser en Asie, et qui était en Asie, en plus loin, nazi. C'était un livre absolument glaçant qui lui avait pris quand même beaucoup de temps et d'énergie mentale, parce qu'il fallait, pour écrire ce livre, vivre et penser en Asie. Et c'est pas si simple que ça, apparemment. D'ailleurs, il est un peu fou, d'ailleurs, Yoann Chapoutot. Non ? Gentil, enfin, je le dis avec tendresse. J'entends quelqu'un sur la gauche de l'hémicycle qui a lu ce livre et qui a peut-être envie d'intervenir. J'ai mal entendu ? Est-ce que vous l'avez déjà lu, parmi vous ? Vous avez déjà peur d'en parler ? Le temps passe et je vais devoir vous libérer, parce que sinon je vais me faire gronder, mais vraiment j'aurais été... Voilà. Où êtes-vous ? Pardon.
Alors moi je viens de commencer cet ouvrage comme un thriller parce que j'avais lu un autre ouvrage de lui, je crois que c'est La révolution culturelle du nazisme, qui est glaçant parce qu'on voit que l'élite culturelle a basculé, le milieu de l'enseignement et de la recherche aussi. Et moi ça m'avait complètement glacée. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu d'autres lecteurs parmi vous? Non? Pas encore? Les premières pages. Alors, et qu'on retrouvera bientôt dans Non-Fiction, peut-être, avec un entretien de l'auteur. 4 livres, donc, qui vous sont quand même tous assez chaudement recommandés par nos quatre invités, 4 intervenants. Je voudrais leur dire un énorme merci et peut-être juste poser une dernière petite question. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous les écrivains, de vous mettre dans la peau ou dans l'habit du critique le temps d'une soirée? Non, parce que parfois vous la subissez, la critique littéraire. Comment vous avez... Il disait, je ne lis pas les critiques, je les mesure. Ce qui est une phrase un peu coquette, parce qu'en fait on finit par les lire. En tout cas, pour moi, c'est pas une situation très, très, très confortable. C'est-à-dire que lorsqu'un livre me plaît pas, ce qui était le cas ici, je me sens toujours mal à l'aise parce que je sais que derrière un livre, il y a des années de travail et que si nous on trouve que c'est raté, c'est juste raté pour nous et c'est pas forcément raté pour les haroukistes par exemple. Et donc c'est la subjectivité de notre lecture est telle que la situation de critique est pas forcément très agréable. Oui, mais tout en ayant conscience qu'on a quand même un écrivain derrière ce livre, justement le Murakami. Et un écrivain au sens large du terme. C'est ça aussi qui est intéressant. Et après, je pense que chacun d'entre vous acceptez que dans des dîners en ville, vos livres soient aussi discutés, qu'on les ait plus ou moins aimés, et avez conscience qu'on peut réussir ou plus ou moins réussir un ouvrage. Moi, je trouve assez fascinant, et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans la revue, c'est c'est le fait que vous soyez des grands lecteurs et votre envie de mettre en partage aussi vos lectures. Et ça, je vous en remercie. Emmanuel, Véronique, Ryoko, ça a été la critique. La critique est facile. La critique non, mais est critique, facile. non pas pour... L'art est compliqué. Dans le sens de juger, mais c'est vrai que quand on pense qu'on va discuter sur ces livres, on lit différemment. Et ça, c'est passionnant, je trouve. Je trouve ça très intimidant. Alors c'est intimidant parce que en fait on est devant un public, donc c'est bizarre parce qu'en fait ce qui se passe c'est que enfin je sais pas pour vous mais moi je passe mon temps à lire et à discuter des livres que je lis. Donc finalement c'est un exercice qu'on fait beaucoup et en plus on le sait bien, c'est performatif tout ça. Donc en fait plus on en parle, plus il se passe quelque chose dans notre pensée, dans l'éclaircissement finalement de ce qu'on a à dire du livre. Mais là, c'est un peu différent parce qu'en fait, on discute moins avec vous. Donc ça, voilà. Donc ça serait bien en fait, voilà, que ça soit. Mais là, c'est pas mal en fait. Là, il y a eu vraiment des interventions et il y a eu et la prochaine fois, vous savez qu'on met le programme dans 2-3 mois. On se retrouve pour le prochain club des critiques ou book club de la NRF. On vous met le programme sur le site, donc vraiment rien ne vous empêche d'avoir lu les livres et de venir en parler avec nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un moment qu'on adore partager avec vous. Voilà, je vous renvoie vers le nouveau numéro de la NRF, une revue littéraire. C'est beaucoup de boulot pour les écrivains qui prennent du temps pour écrire et y participer. C'est une aventure collective absolument formidable. Dans ce nouveau numéro, vous avez un grand dossier sur Homère où vous retrouverez un entretien de Pierre Michon par Yannick Enel. C'est pas tous les jours, où il parle aussi de ses influences, où vous retrouverez un grand texte très très beau d'Olivier Rollin sur Homère, ce patron, Emmanuel Lascou, pourquoi retraduire Homère aujourd'hui, Christophe Onodibio qui nous dit comment Homère a déjà tout prévu de ce qui est en train de se passer, du transhumanisme à l'intelligence artificielle. Puis ce cahier critique qui revient grâce à Ryoko Sekiguchi notamment et Emmanuel Villain sur 2 des livres dont on vous a parlé ce soir, et puis plein d'autres. Les auteurs vous y parlent de Coetzee, d'Elroy, de Peter Stamm, de Flanagan, de Colm Tóibín, des livres que vous avez peut-être lus qui sont parus depuis septembre dernier, ou encore Richard Ford. Un texte inédit, absolument délicat de Régis Debray,
qui interroge ce temps de la vie qu'est la vieillesse à partir de François Mauriac et de son bloc-notes. Et puis 3 voix étrangères à découvrir à travers des fictions, celle de Rachel Cusk, celle de l'Iranienne Aliyeh Ataï, et puis enfin Chimamanda Ngozi Adichie, en prévision de son nouveau roman 10 ans après Americana, qui arrive tout bientôt. Je vous remercie 1000 fois pour ce moment qu'on a pu partager ensemble et je vous souhaite une très belle soirée.